Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 409 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, on va parler du trade, le trade de Kevin Durant qui a été échangé dimanche soir, juste avant le match 7, échangé depuis les Phoenix Suns vers les Houston Rockets. On va décortiquer tout ceci, tout ce qu'il y a à dire sur cet échange. Et puis, comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Kevin Durant échangé du côté des Golden State Warriors. Non, pardon. Je rigole, ça c'était à une autre époque. Non, Kevin Durant échangé du côté des Houston Rockets. Donc, le trade, on y va, on va décortiquer tout ceci, cet échange qui a un timing, je dois dire, assez poétique, hein, mine de rien. Bon, au-delà de l'aspect de construction d'équipe, de player option, etc., le timing un peu, l'aspect un peu vrai de ce timing, il y a un aspect aussi poétique avec le fait que Durant est échangé quelques heures avant que son Oklahoma City Thunder soit sacré champion, vous l'avez vu, SGA et sa bande qui ont remporté le match 7 contre les Pacers. Donc voilà, c'est un peu, c'est marrant, c'est quand même assez marrant, mine de rien. C'est quand même moins marrant, c'est plus poétique mais moins marrant que notre ami Shaquille O'Neal à l'ego débordant et surdimensionné qui a fait une Shaquille O'Neal, hein. C'est-à-dire qu'il a annoncé sa retraite à l'époque en plein milieu des finales NBA 2011. Et oui, il ne supportait pas que les spotlights soient sur quelqu'un d'autre. Mais non, bon alors, pour aller un peu sérieusement, c'est vrai que d'un point de vue timing, bon, on va dire que la nouvelle saison démarre bientôt, le trade ne sera pas officiel avant quelques jours, mais c'est vrai que au niveau des finales, ou juste après les finales, c'est un peu là que commence un peu officieusement, on va dire, la saison, l'intersaison, la saison des transferts, etc., etc. On avait déjà vu Orlando et Memphis dégainer pour Desmond Bane il y a quelques jours, alors que le trade ne sera toujours pas officiel avant quelques jours. La nouvelle saison est officiellement marquée par la draft, en général, d'un point de vue calendrier, etc., etc. Mais c'est vrai que, on peut le dire, à mon avis, il y avait aussi des raisons pour lesquelles ce trade est arrivé à ce moment-là, et donc surtout, pourquoi est-ce que ça arrive maintenant et pas plus tard. Voilà, c'est surtout cet aspect-là pour moi qui est intéressant. Je pense que Houston avait tout de même quelques... le trade était dans les cartons depuis quelques temps. Ça, on l'avait bien compris. Il y avait des candidats qui s'étaient un peu dessinés, c'est-à-dire Rockets, Timberwolves de Minnesota, et puis également les Spurs. D'ailleurs, Kevin Durant avait voulu aller aux Spurs. C'était un peu non pas ses déclarations, mais c'est ce que certains insiders avaient rapporté, donc a priori de ses dires. Et c'était dans les cartons depuis quelques jours, mais je pense que ce qui a un peu déclenché le truc et que ça arrive maintenant et pas dans une semaine ou 2 semaines, c'est que je pense que Houston, ça les a arrangé un peu. Et donc, ils ont sans doute dû faire un peu de forcing pour le coup. Mais c'est vrai que côté Rockets, ça arrange pas mal cette question de timing maintenant et pas dans 10 jours. Pourquoi ? Parce que il y a la question du dossier de Fred VanVleet, dont la player option, je crois, doit être levée au maximum. Enfin, levée ou pas levée, hein. Mais la décision sur la player option à 44 millions de VanVleet a été repoussée jusqu'au 25 juin et le trade s'est fait le 22. Donc, vous voyez que, voilà, on va pouvoir un peu plus aborder ce dossier plus sereinement. Parce que je pense que VanVleet n'aurait pas forcément opt-in son contrat s'il y avait un peu le risque de se faire échanger 3 jours après, quoi. Donc oui, personne n'aurait pris 44 millions si c'est pour être envoyé à Phoenix. Il aurait préféré prendre la free agency. Donc bref, ce dossier, la date de la player option de VanVleet, c'était le 25 juin, je crois, de mémoire. Donc ça facilite un peu là-dessus. Il y a également une autre raison, c'est que cet échange arrive donc avant la draft. La draft qui arrive mercredi, donc l'échange se fait 3 jours avant la draft. Or, dans le package, il y a le 10e pick. Il y a le 10e pick de cette draft. En l'occurrence, c'est toujours un peu plus sympa. Donc là, cette fois, c'est une motivation côté Phoenix. C'est quand même plus sympa quand on est Phoenix d'avoir le pick avant la draft et donc de pouvoir décider qui est-ce qu'on veut nous-mêmes sélectionner, plutôt que l'échange se fasse a posteriori et que voilà, les Rockets peuvent pas offrir le 10e pick et la liberté de choisir qui on veut, mais tiens, on a sélectionné un tel, bon, peut-être que vous ça vous plaît pas, mais nous voilà, on peut pas faire autre chose, on a pris lui, donc il y a plus que lui. Donc voilà, je pense que c'est un peu des motivations de timing maintenant. Le fait est aussi que les autres candidats, il existait des autres candidats, mais on a bien compris que ce ne sont pas les Suns qui avaient le pouvoir dans ce dossier, pour plein de raisons, hein. Pour le fait que bon, Kevin Durant, c'est plus le Kevin Durant méga prime, top 2 joueur all time ou je sais pas quoi. Enfin, peut-être top 2, je me suis enflammé, excusez-moi. Je veux pas énerver personne. Non, mais vous voyez un peu l'idée. On n'est plus dans le méga prime, plus la question du contrat, où il est en contrat finissant. Donc, t'as pas forcément le leverage, plus le fait qu'il est vieux aussi, mais surtout, gros contrat. Donc, t'as pas forcément
énormément de candidats parce que faire rentrer un mec qui a 55 millions, c'est pas facile non plus, surtout que les équipes compétitives qui pourraient être intéressées, certaines sont dans le second apron, donc n'ont pas le droit de combiner plusieurs joueurs pour obtenir pour l'équilibre des salaires, etc., etc. Donc bref, je pense qu'en un sens, Phoenix n'avait pas trop la main sur ce dossier. Les autres candidats, Wolves, on n'était pas trop chaud sur le dossier apparemment, en tout cas pas un très fort prix. Spurs non plus, on n'était pas très chaud, donc grosso modo c'était c'était un peu Rockets ou rien, ou plutôt dans cette veine-là. Ça arrange les Rockets vis-à-vis de la player option, ça arrange aussi un peu les Suns vis-à-vis du pick où ils vont pouvoir choisir eux-mêmes. Bref, ceci c'est fait désormais, enfin c'est fait maintenant. C'est un peu comme ça que moi j'explique le timing 3 jours avant la draft. Bref, donc le trade, on l'a toujours pas évoqué. Les Houston Rockets reçoivent Kevin Durant. Ok, là-dessus, pas de problème. Et de l'autre côté, les Phoenix Suns reçoivent Jalen Green, qui est à 33 millions de salaire, puis 36, mais donc pour cette année 33. Dylan Brooks, qui est à 21 millions, je crois. Voilà. Le 10e pick 2025, qui donc part aux Suns. Et puis également, les Suns reçoivent 5 tours de draft du second tour. Pas du premier tour, du deuxième tour. Voilà. Donc voilà un peu le package pour s'offrir Kevin Durant. On parlera du prix tout à l'heure, mais on peut tout de même dire que en premier lieu, vous voyez que le prix n'est pas si élevé que ça. On va pas s'amuser à comparer avec Desmond Bane parce que précisément, c'est pas le même âge, c'est pas le même contrat et ainsi de suite. Mais en tout cas, globalement, on peut dire que avoir Kevin Durant à ce prix-là, c'est quand même pas si élevé que ça. Fermons cette parenthèse, on reviendra peut-être sur le prix plus en détail tout à l'heure. Tiens, commençons par Houston, si ça vous dit. On fait un peu la partie la plus facile, la plus triviale peut-être. Bon, c'est vrai que Houston, qui reçoit le meilleur joueur dans l'échange, c'est quand même assez génial. On va développer, mais c'est vrai que sans trop de surprise, c'est un excellent trade pour eux, notamment pour l'aspect où c'est, je trouve, une des pièces parfaites par rapport au système offensif de Ime Udoka. Je m'explique, nous avons affaire avec Udoka à une attaque qui, on peut lui reprocher, n'est peut-être pas assez recherchée, n'est peut-être pas assez fluide, c'est pas une motion offense, c'est pas beaucoup de partage de ballon, c'est pas un jeu fluide, c'est pas, en termes de créativité tactique, parfois, c'est pas génial. On avait parlé aussi de la série contre les Warriors. Le play call est pas toujours parfait non plus, mais en tout cas, on a affaire à une attaque assez simple, simpliste diront certains, mais assez simple de recherche de mismatch. Voilà, un peu comme les Clippers, un peu comme ce genre d'équipe, c'est-à-dire pas de mouvement, mais très méthodique, très je vais chercher un tel, isolation pour attaquer ce mismatch, isolation pour attaquer ce mismatch, pick and roll pour attaquer ce big, etc., etc. C'est simple, et donc c'est en ce sens que je trouve Durant était une des meilleures pièces possibles à rajouter à ce schéma, et même on en avait parlé déjà au cours de l'année. Pour moi, je crois que j'avais déjà littéralement dit ça. C'est vrai que les Rockets, qui étaient un peu sous-estimés à mon sens, parce que il y avait un peu le biais de c'est une nouvelle équipe, ils sont jeunes, ils ont pas d'expérience en playoff, etc. Tout un peu ce genre d'a priori. Je trouve que les Rockets étaient un peu sous-estimés en termes de niveau de jeu parce que la défense était déjà élite, et je crois qu'on avait dit texto comme ça. En fait, tu remplaces Jalen Green par un mec qui avait un shot making, peut-être pas niveau Kevin Durant, mais de très bon niveau, plutôt que un peu nullissime comme Jalen Green. Je pense qu'on avait déjà affaire à une équipe qui était calibre champion pour moi. Bon, on va pas refaire l'histoire avec OKC qui a été champion, etc. Mais vous voyez un peu ce que je veux dire, quoi. Je pense on était pas loin déjà d'un candidat au titre avec déjà l'assise défensive plus l'attaque qui était pas si catin. On rappelle, il y a un peu cette image de oui, c'est la défense, mais l'attaque est nulle. Je crois qu'ils étaient top, alors peut-être pas top 10, mais ils devaient être 11e ou 12e, je crois, en termes d'offensive rating, y compris sur demi-terrain, ils étaient pas mal du tout. Il y a l'aspect du jeu des possessions, donc le rebond offensif qui aide aussi pas mal, le fait qu'ils perdent assez peu de ballons, etc., etc. Enfin, voilà, c'est pas non plus, faut pas tomber dans la caricature de Houston, grosse défense, mais attaque nulle. Non, ils étaient déjà pas mal. Et ils étaient déjà pas mal avec Jalen Green, qui était, on peut le dire, un joueur assez imparfait. Donc, premièrement, il y a un ajout de talent pur, un différentiel de talent pur qui est énormissime, évidemment, bien entendu. Mais surtout, schématiquement, on était en train de dire, quand tu as affaire avec Udoka et cette attaque qui va chercher, qui est méthodique, qui va chercher tel mismatch pour l'attaquer, bon, avoir Durant pour ça, c'est génial. Et donc, tu vas passer d'une attaque qui avait Jalen Green en tant que hitman, en tant que homme de main, tiens, on te donne un mismatch, attaque-le, tu passes de ça à Durant. Bon, c'est le jour et la nuit, quoi. Un peu comme, vous connaissez un peu l'expression, un tel et un tel, ils boxent pas dans la même catégorie. Bon, il y en a un, il est même pas boxeur, quoi. En comparaison, si je peux emprunter un Roland Courbicisme pour décrire la situation. Mais voilà, je veux dire, sans faire offense à Jalen Green, on va développer un peu son cas tout à l'heure, mais on passe du tout au tout, quoi. Donc, dans cet aspect de
tiens, une possession, on te file la balle, va attaquer tel pick and roll, va attaquer tel mismatch, et t'en fais pas de la création collective, t'en fais pas du passing, etc. Bon, bah, Durant, c'est quand même la Rolls-Royce là-dessus, quoi. À voir à quel point l'âge, ça va décliner ou pas. J'avoue que je prendrai un peu de pincette par rapport à son année 2025, parce que le contexte était à ce point, incroyablement catastrophique, donc je sais pas à quel point c'est pertinent de juger les mecs de Phoenix cette année, mais en termes de fit, c'est parfait. Et puis, j'insiste un peu, voire même, je me répète, excusez-moi, mais je veux vraiment insister sur le fait que tu passes avec tu étais avec un des pires scoreurs de NBA en termes d'efficacité globale, en termes de capacité à générer des tirs de qualité, à un des meilleurs shotmakers de NBA. Et même, je pense qu'on pourrait argumenter, et je l'ai déjà fait, peut-être même un des, si ce n'est le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA, si on combine un peu longévité, volume et efficacité. Je pense qu'il y a très très peu de monde, voire même quasiment personne qui a aussi bien scoré que Kevin Durant. Donc voilà, on a affaire à un excellent shotmaker et quelqu'un qui, c'est un peu la différence avec Jalen Green. Kevin Durant, c'est pas le mec, c'est plus le mec, mais ça a jamais été complètement, mais c'est plus le mec qui va être capable de générer des tirs de grande qualité sur isolation à volonté. C'est pas le mec qui va, à partir d'une isolation dans un contre 1, te générer des lay-ups complètement ouverts, se générer des lay-ups complètement ouverts, ou des tirs complètement ouverts en step back, ou ce genre de choses. C'est pas totalement ça. Durant, évidemment, il a une capacité à se créer de l'espace qui est géniale, une séparation. Mais c'est vrai que si on compare avec d'autres méga stars, c'est pas quelqu'un qui va pouvoir se générer des tirs de très grande qualité. Par contre, c'est un shotmaker absolument fantastique. C'est-à-dire que même les tirs compliqués, même si son régime de tir est compliqué, c'est quelqu'un qui va les mettre, ses tirs, plus que quasiment n'importe qui en NBA ou dans l'histoire. Donc voilà, ce qui en soi, dans la théorie, ressemble à un mauvais tir, bon bah le fameux long tir à 2 points contesté par-dessus un mec, bah lui il va le mettre à 55%, là où le reste de la NBA le met à 35%, quoi. Je caricature un peu, mais c'est l'idée. Et je pense que c'est un peu toute la différence avec Jalen Green, parce qu'on parle de ce côté attaque de mismatch, mais le problème de Jalen Green, c'est que c'était pas non plus quelqu'un qui était capable lui-même de générer des tirs de qualité, c'est-à-dire que sur un contre 1, il n'y avait pas cette capacité à aller au panier, chercher des lay-ups rentables ou des lancers francs, pas assez en tout cas. Et de surcroît, le côté tough shotmaker, c'est bien, mais il n'était pas capable de les mettre aussi souvent que d'autres. Donc, je pense que littéralement, on passe du tout au tout de un scoreur dans ces schémas-là, qui était là pour punir l'homme de main, on te donne des ballons, punis-les. Tu passes presque du pire au meilleur de NBA, en grossissant un peu le trait, mais tout de même, c'est un peu l'idée. Et je pense aussi qu'il faut le dire, puisqu'on parle un peu des schémas. En un sens, on pourrait presque argumenter que, en partie, la faiblesse de Kevin Durant, c'est-à-dire tout ce qui est un peu création collective, passing, etc., c'est peut-être un des schémas offensifs où cette faiblesse serait le moins exposée et sera le moins exposée. On parle pas de, par exemple, si on mettait Durant dans la motion offense des Warriors, bon, bah il y a un peu ce côté, parfois il fait pas la passe au bon moment, ce qu'on a vu à l'époque, hein, j'invente pas. Si on met Kevin Durant dans des schémas un peu très axés pick and roll ou ce genre de choses, bon, le manque de création collective, c'est un peu un problème. Tu mets Kevin Durant chez des Suns un peu dysfonctionnel, il n'y a pas cette capacité, dans un chaos et sans trop de structure ou sans trop de cadre, de lui-même générer encore et encore des catch and shoot ouverts pour ses coéquipiers, de gérer des pick and roll à foison et de créer des lay-ups pour ses coéquipiers, des dunks, des alley-oops, etc. Ça, il n'y a pas. Mais, donc, dans ces schémas offensifs de Udoka, donc, juste, je te file un ballon, et tu punis le mismatch ou tu punis ton match-up principal, bah c'est peut-être ce genre de schéma ou ce genre d'attaque où les limitations, les mini-faiblesses de KD en termes de création collective seront peut-être le plus cachées et le moins exposées. Donc ça, c'est aussi, je trouve, quelque chose d'assez intéressant au niveau de ce fit. Donc bref, le fit on-ball, on peut l'appeler comme ça, premier avantage du fit KD à Houston. Ok. Le deuxième, puisque là pour l'instant on n'a parlé que de on-ball, de lui avec la balle et lui qui va attaquer tel ou tel mismatch, le deuxième, c'est évidemment le spacing et donc la valeur off-ball. Ça, c'est quand même assez extraordinaire. La différence entre les Rockets 25 et, je l'espère, les Rockets 2026, c'est que on pourrait avoir une révolution du spacing et donc, notamment, premièrement, l'arrivée de Durant qui, même lorsqu'il aura 50 ans, pourra toujours avoir sa place en NBA en restant dans le corner à mettre des catch and shoot à 3 points. J'exagère à peine. Mais non, mais un des meilleurs shooters de l'histoire de la NBA, un shooter à 3 points assez extraordinaire. Voilà. Déjà, il y a cette valeur de spacing énormissime. Donc, Durant qui arrive. Et en plus, le fait est que tu vas aussi augmenter sans doute les minutes de Jabari Smith par rapport au départ de Dillon Brooks et celui de Jalen Green, qui fait que tu vas insérer dans ton line-up
un deuxième mec dont l'apport en spacing est assez énorme. Donc ça, c'est quand même très très cool. D'autant plus si de l'autre côté, on a un Amen Thompson qui continue de se développer et de prendre du volume. Ça veut dire que Amen Thompson aura de plus en plus de ballons. Donc Thompson, qui est un non-shooter, plus ça va, plus il se développe, plus il grandit et plus il s'améliore, plus il va être on-ball. Et donc quand il est on-ball, ses problèmes de spacing sont cachés, puisque lui il a la balle, donc il n'a pas besoin d'être en catch and shoot quelque part. Donc ça, c'est bien aussi. Et même, on a aussi Fred VanVleet qui pourrait de plus en plus être off-ball. Plus Amen Thompson va avoir de responsabilités on-ball, plus ça peut déplacer en sans ballon notre ami VanVleet qui lui est un bon shooter à 3 points. Et donc, j'insiste, mais ça paraît assez extraordinaire après l'année 2025 qu'on a vu aux Rockets, mais on pourrait, en 2026, selon les configurations, avoir un pick and roll Amen Thompson qui a la balle, donc pas dans le spacing, Alperen Sengun qui pose l'écran, donc pas dans le spacing, pick and roll Amen Sengun, et ce pick and roll dans un spacing quasiment parfait. C'est-à-dire pick and roll et autour tu as Durant off-ball, VanVleet off-ball et Jabari Smith off-ball. Et ça, après l'année qu'on a vécue, c'est quand même assez inédit, littéralement inédit. Donc bref, l'apport on-ball, le mismatch hunting, le poste bas, l'isolation, premièrement. Deuxièmement, le spacing. Troisièmement, également on peut le rajouter, le Kevin Durant en poseur d'écran. C'est-à-dire, évidemment, il peut combiner sur des pick and roll, mais lui, en tant que poseur d'écran, et là où c'est intéressant, je trouve, c'est que ça donne à cet effectif quelqu'un qui est capable de faire du pick and pop, et qu'on n'avait pas, ou pas tellement, côté Houston. C'est-à-dire qu'on avait Jabari Smith, mais qui n'était pas non plus à gros minutage, qui n'était pas à haut volume non plus. Et là, c'est vrai que l'avantage, c'est que tu pourras avoir un Kevin Durant qui peut jouer 30-35 minutes de jeu par match, et qui surtout, donc, peut t'offrir cette option de pick and pop. Et donc là où c'est d'autant plus intéressant et important tactiquement, cette option du pick and pop, c'est que pour l'instant, face à Amen Thompson, on a beaucoup de défenses qui font ce qu'on appelle un drop. C'est-à-dire que sur pick and roll, le drop défensif, c'est l'intérieur qui drop. Donc littéralement, il reste en bas. Il reste bas par rapport au niveau de l'écran. Pourquoi ? Pour verrouiller l'accès au panier et pour inciter Amen Thompson à prendre ce pull-up à mi-distance que lui ne possède pas. Donc c'est un peu le schéma classique face à Thompson, de limiter un peu son impact. Or, quel est le contre-move au drop ? Donc quel est le contre-move au fait que le big attende en bas ? C'est que le poseur d'écran, il pop en haut. Vous voyez qu'on déchire un peu la défense sur la verticalité comme ça, et on force à faire un choix. Et donc, l'option pick and pop sur le pick and roll Amen Thompson KD est désormais disponible et va pouvoir contrer les désirs et les envies de drop des défenses en face, et donc potentiellement déverrouiller complètement le drive de Amen Thompson ou punir avec le pick and pop. Donc ça, c'est aussi intéressant, le côté Kevin Durant en poseur d'écran, pas juste avec la balle, mais en poseur d'écran. On rajoute aussi quatrième avantage, l'aspect de off-screen, donc le jeu en sortie d'écran, qui, ça peut paraître assez banal, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existait pas dans l'attaque de Houston. L'attaque de Houston, on l'a dit, qui est assez basique, assez simpliste même. C'est vrai que là, rajouter un mec qui est capable de faire des jeux en sortie d'écran, de démarrer ligne de fond, prendre 2 écrans, de faire des fameux pin down, donc je pars d'en bas, hop, et un écran qui remonte pour à 3 points, de faire des floppy sets, de faire plein de trucs un peu en sortie d'écran, c'est différent, ça apporte des sets différents qui créent de l'attaque de manière un peu différente. Bref, ça apporte un peu de diversité à cette attaque. Et ça, c'est bien. Donc, le jeu en sortie d'écran, c'est quand même assez génial. Et en plus, je pense que vis-à-vis de l'âge grandissant de Kevin Durant, on est tous dans le même bateau, malheureusement, le vent souffle que dans un sens, mais vis-à-vis de l'âge de Durant, c'est vrai que c'est pas mal aussi de lui offrir ce genre de possibilités et ce genre de pin down, de tir un peu plus facile en sortie d'écran, plutôt que de dire 30 fois par match, tu vas devoir travailler pour ton isolation face à un mec, quoi. Donc ça, c'est aussi cool. Bref, diversité, et pour lui, c'est bien aussi. Et puis, 5e point de cet apport de Durant aux Rockets, c'est un peu moins pour affirmer et un peu plus en mode question, en tout cas, de mon côté, c'est la défense. Quid de la défense ? Et je pense que c'est d'autant plus important que, premièrement, on a affaire à une défense d'élite et dont l'ADN, l'identité de cette équipe, c'est la défense. Donc, tu peux pas te permettre de rajouter n'importe qui dans cette équipe. En tout cas, si tu rajoutes un mec qui est pas bon en défense, ça va altérer cette identité et donc le niveau de jeu de la défense. Donc bref, premièrement, la question du niveau défensif de KD se pose d'autant plus dans cette équipe qui se repose beaucoup sur ce côté-là du terrain. Et puis deuxièmement, même au-delà de l'aspect collectif, il y a un aspect assez individuel où je pense que le niveau défensif, et je ne le présuppose pas, je dis quid de son niveau défensif, mais celui-ci pourrait déterminer les différentes utilisations possibles de Kevin Durant. Dans le sens où je pense qu'on peut se poser la question, où en est-il ? Où en est-il défensivement ?
encore une fois, peut-être 2025 est tellement une anomalie, tellement catastrophique qu'on peut peut-être le prendre avec des pincettes et ne pas le graver dans le marbre, le niveau défensif de Durant à Phoenix en 2025. Mais c'est vrai que selon si Durant est encore capable, par exemple, de défendre à l'intérieur correctement, ça peut débloquer tout un tas de line-up extrêmement intéressants. C'est un peu l'avantage de Durant à l'époque des Nets. Même encore plus que Warriors, je trouve. Mais l'époque des Nets à Brooklyn, on avait un Durant qui était capable d'assurer des tâches défensives d'intérieur, de protection de panier, de taille et de défense face à des plus gros, etc., etc. Et donc c'est en ça qu'il pouvait être un peu la clé de voûte de certains line-up, les line-up de la mort, littéralement. Enfin non, pas littéralement, et personne n'est mort, rassurez-vous. Non, des line-up de la mort des Nets où en fait t'avais un spacing maximum. Pourquoi ? Parce que t'avais Durant en poste 5 et qui t'apportait donc son attaque extraordinaire avec du spacing et 4 petits autour, plus de l'autre côté, ça tenait juste assez parce que Durant était juste assez bon en défense. Là, c'est vrai que ça sera pas la priorité. Je pense qu'il y aura du Alperen Sengun qui va beaucoup jouer. On a vu aussi qu'ils ont re-signé notre ami Steven Adams et je pense qu'une partie importante de l'identité des Rockets, c'est jouer gros, c'est le rebond offensif. Donc, je ne dis pas que les line-up petits, ça va être l'atout principal des Rockets, mais c'est vrai que dans le cas où on a un Durant qui débarque aux Rockets en ayant encore juste assez de jus défensif dans le moteur pour jouer ses minutes, on va dire 10-15 minutes par match en tant que pivot, entre guillemets, bah ça peut déverrouiller des line-up offensifs absolument extraordinaires. Extraordinaires par rapport au standard de Houston 2025. Donc voilà, quid de cette défense qui pourrait déterminer pas mal de choses sur l'utilisation de Kevin Durant. Et mine de rien, on peut aussi le rajouter. En un sens, c'est vrai qu'il y a même plus besoin, dans ces schémas de Houston, il y a presque plus besoin d'avoir un Kevin Durant fantastique en protection de panier. Ce qui était un peu le cas, je trouve, à Brooklyn, ce qui a été un peu moins le cas à Phoenix. On sait pas si c'est juste les schémas, on sait pas si c'est parce que le mec était plus vieux, on sait pas si c'est parce que, voilà, il y a peut-être plein de raisons possibles. En tout cas, ce que je trouve intéressant, c'est que on n'a peut-être pas besoin d'avoir un Durant fantastique en rim protection. Pourquoi ? Parce que les Rockets sont une défense d'élite sans forcément avoir un mec qui est le Rudy Gobert, qui fait ce balayage un peu horizontal en deuxième rideau, qui fait des actions spectaculaires à droite à gauche, qui va faire 5 comptes par match. Non, c'est une défense d'élite sans ça, et vous allez me dire comment ils font. Et en fait, c'est extrêmement schématique. La force défensive des Rockets, c'est schématique, et par là, j'entends un placement parfait, une coordination off-ball qui est fantastique, le fait de... Voilà, t'as pas besoin d'avoir un mec qui jaillit depuis le côté faible pour effacer le tir au panier, si le drive n'arrive jamais, parce que le driver se dit mince, il y a déjà quelqu'un sous le panier, je peux pas driver. Vous voyez un peu l'idée, quoi. C'est cette défense excelle pour la défense du panier et pour la défense en général, sans ce côté pivot défensif classique, un peu comme avant, un mec comme Wembanyama, un mec comme Anthony Davis, un mec comme même Draymond Green ou des mecs comme ça. Non, c'est très du placement, intelligence, coordination off-ball. Et donc en fait, c'est aussi là-dessus où je pense que même si on a perdu, peut-être, on vérifiera, mais même si en 2026 on a une version de Durant qui est moins fantastique dans ce balayage off-ball, le contre, les longs bras, etc. En fait, juste, entre guillemets, juste, s'il est capable de faire le bon placement, le bon positionnement, les stunts, donc avec ses longs bras se déployer comme ça, là, un peu gêné en tête de raquette ou ailleurs, juste le bon positionnement, je pense que ça peut s'inscrire totalement dans l'ADN de cette équipe et de cette défense. Donc ça, c'est aussi un bon point. C'est qu'on n'a même pas besoin de la version un peu KD sauveur défensivement, comme je le précise aussi. Pourquoi ? Bah parce qu'à Phoenix, on avait un peu besoin de ça. À Phoenix, on comptait la version des Suns qui aurait pu être candidat au titre. Pour moi, ça passait par un Durant où la défense, notamment la défense off-ball, aurait pu être fantastique. Il n'existait pas de version des Suns 24 ou 25 incroyable sans un Durant défensivement génial. Là, pour la version 2026 des Rockets, c'est pas grave si on n'a pas ce Kevin Durant là, parce que pas du tout le même contexte, pas du tout les mêmes attentes. Il y a d'autres choses qui peuvent et d'autres joueurs surtout qui peuvent compenser. Donc voilà pour moi. Bref, donc sortons un peu du cas individuel de Durant, son apport on-ball, le spacing en tant que screener, en jeu en sortie d'écran, la défense, voilà, tout ça on a un peu énuméré. Mais restons un peu sur la défense, quid de la perte défensive de Dillon Brooks. C'est vrai que bon, vous avez peut-être un peu compris, mais moi j'étais pas hyper fan de l'apport offensif de Jalen Green, donc pour moi c'est pas non plus tant que ça une perte, surtout parce que tu le remplaces par un truc bien meilleur.
Mais c'est vrai que dans le deal, tu perds un mec qui faisait partie intégralement de ton identité défensive. J'ai nommé Dillon Brooks, qui a dû être mis dans l'échange pour des questions de salaire, d'équilibre des salaires. Les 30 millions, 33 millions de Jalen Green ne suffisaient pas, donc il fallait aussi rajouter les 20 de Dillon Brooks. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question. N'a-t-on pas réellement trop perdu en défense? Ne va-t-on pas avoir une équipe défensive un peu moins forte et donc un peu moins compétente au global sur le niveau de jeu à cause de cette perte défensive? Bon, ce qu'on peut dire, c'est que en 2025, enfin 26, du coup, l'an prochain, oui, Durant me paraît un peu moins bon défenseur que Dillon Brooks. Je dis me paraît et un peu, donc je rajoute des nuances parce que, comme dit, Durant, s'il est capable de briller sur des tâches d'intérieur, le rôle d'intérieur étant quand même beaucoup plus valuable qu'extérieur, je pense que ça peut un peu compenser. Mais bref, c'est vrai que Dillon Brooks, t'as perdu ça. Je dois dire que là où c'est un peu moins grave pour moi, c'est que les Rockets avaient sans doute une des deux, je crois qu'on en avait parlé avec Baptiste, sur notre trophée du Basket Lab de fin de saison, on avait les supporting cast défensifs, grosso modo on avait OKC et on avait les Rockets, et les deux étaient un peu coude à coude sur qui a le meilleur supporting cast défensif. Voilà, dans ce contexte-là, oui, tu perds un défenseur qui est d'élite au point d'attaque, donc ça c'est un peu dommage, mais néanmoins il te reste d'autres options, et je pense notamment au fait que Van Vliet va être un peu le point d'attaque sur le poste 1, on va dire, donc ça change pas, mais là où Dillon Brooks était précieux, c'était un peu sur les postes, on va dire, de 3-4, avec une certaine polyvalence à switcher sur des plus gros. C'était aussi intéressant, le fait qu'il était extrêmement épais, donc potentiellement, il pouvait coulisser sur des postes 4, entre guillemets 4, quand il fallait. Mais voilà, c'était un peu point d'attaque, poste 2, 3, 4. C'était pas tant que ça un mec qui était en défense off-ball, protection de panier, ce genre de choses. Non, c'était pas un mec qui jaillissait sur les lignes de passe. Son rôle, lui, c'était principalement la défense du point d'attaque, la défense du meilleur attaquant en face. Or, je trouve que Amen Thompson peut potentiellement prendre un peu ce genre de fonction. Thompson est aussi très sympa sur des Stephen Curry ou ce genre de profil plus petit, parce qu'il est assez mobile, même très mobile et très navigateur d'écran. Mais je pense que voilà, sur des postes 2-3, 2-3-4, il a quand même la taille et des bons bras pour un peu défendre ça. Plus, je dirais aussi, et je rajouterais, Tari Eason. Tari Eason qui est un monstre physique et défensif, même incroyablement plus monstrueux en termes de mensuration physique que Dillon Brooks. Donc, vu la dynamique de progression de Tari Eason, qui défensivement est ultra élite et l'a toujours été, mais je parle principalement de la dynamique de progression offensive, vu cette dynamique-là, je pense qu'on peut être de plus en plus confiant sur le fait de faire jouer Tari Eason 20 minutes, 25, pourquoi pas 30 ou 35 à terme, à long terme. Mais je dois dire que la version viable offensivement de Tari Eason me rassure un peu dans le fait que, tu perds Dillon Brooks, mais si dans le même temps, Eason peut jouer à ce point sans être un handicap offensif, comme ça a pu être le cas l'an passé, enfin en 2024, ou il y a 2 ans, c'est quand même assez rassurant. Donc on va dire que la valeur défensive de Dillon Brooks au point d'attaque, tu peux la recréer par agrégat, comme on dit dans Moneyball, mais un peu alterner avec Amen Thompson, un peu avec Tari Eason. Ne pas oublier non plus un mec comme Cam Whitmore, qui n'est pas du tout du même acabit défensif, on est d'accord, mais qui a montré de belles choses, je trouve, défensivement l'an passé. Un peu, voilà, ça sera jamais un difference maker, ça sera jamais une valeur ajoutée incroyable sur le point d'attaque comme pouvait être Dillon Brooks, mais c'est quand même assez sympathique, quoi. Donc il y a une certaine profondeur défensive qui, à mon avis, est encore là, et même en termes de qualité tout en haut, je trouve quand même qu'un Tari Eason, c'est quand même très sympathique, pour faire un peu l'euphémisme de l'année, et pour ne pas dire que à terme, voire même à court terme, il peut être déjà plus monstrueux qu'un Dillon Brooks. Donc voilà, et en plus, je rajouterais aussi le fait que si Amen Thompson et Tari Eason sont un peu capables de se reprendre un peu cette responsabilité du point d'attaque de 3-4, des postes de 3-4, un peu ces grands arrières et ailiers, ce serait d'autant plus génial que ça pourrait faire rentrer dans la rotation quelqu'un d'autre. Et par là, j'entends évidemment soit Cam Whitmore, mais soit surtout, je pense à Reed Shepard. Le fameux Reed Shepard qui avait été drafté très très tôt en 2024, je crois top 5, si je dis pas de bêtises, qui n'a pas trop joué en 2025, son année rookie, parce qu'il est encore très jeune, il a 20 ans à peine, et que, défensivement, c'était pas encore au point, donc Udoka l'a pas trop fait jouer. Mais, dans le cas où, en effet, Thompson plus Tari Eason reprennent cette responsabilité défensive, tu peux, donc, bumper un peu et faire remonter dans la rotation le jeune Reed Shepard, qui lui, si la défense tient, lui c'est un peu l'inverse de Tari Eason, lui, si la défense tient juste assez, tu peux le cacher sur certains postes 1, et par contre, de l'autre côté, il peut t'apporter une créativité offensive et du spacing, lui aussi, qui peut être assez extraordinaire relatif à 2025. On fait toujours le comparo 2025 par rapport à ce qu'on pourra avoir.
on pourrait littéralement avoir le jour et la nuit, hein, offensivement. Si on a ce bump un peu de minutes de Jabari Smith, de Rich Shepard, l'apport de Kevin Durant, je pense que pour moi c'est un peu ça le point principal à retenir, c'est que, fermons un peu ce sujet, cette parenthèse sur Dillon Brooks et sur la défense, oui, il est possible que défensivement tu sois un peu moins terrifiant, un tout petit peu moins terrifiant, c'est possible, je l'entends. Cela dit, je pense que le gain offensif et les retombées offensives, directes ou indirectes, de cet échange, c'est-à-dire Rich Shepard, Cam Whitmore, Kevin Durant pour les retombées directes. Voilà, vous voyez un peu l'idée. Les retombées offensives, à mon avis, sont largement plus grandes que le manque à gagner défensif comparé à l'an passé. En tout cas, c'est un peu mon avis. Pour le formuler plus simplement, et peut-être que j'enfonce des portes ouvertes pour vous aussi en tout cas, mais t'as plus à gagner avec ce trade. Tu gagnes beaucoup plus en attaque que ce que tu ne perds en défense. Voilà, pour le dire très 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 simplement. Donc voici un peu pour les Rockets. La question du prix, comme ça nous permet un peu de faire la liaison entre Houston et Phoenix. La question du prix, c'est vrai que on l'a dit, hein, c'est quand même pas très cher. Hein. C'est quand même pas si cher que ça, je trouve, côté Rockets. On l'a expliqué aussi, hein, le fait que on n'a pas tant que ça de candidats. On avait des candidats qui étaient pas enclins peut-être à mettre le prix, tout ce qui était Minnesota ou tout ce qui était aussi nos amis les Spurs, peut-être. Bon, c'est comme ça. Mais c'est vrai que côté Rockets, là où je trouve que l'opération est géniale, c'est que tu échanges Jalen Green pour un mec qui va remplir les mêmes fonctions, mais en bien meilleur. Donc finalement, tu perds rien. Littéralement, tu ne fais que progresser. Et Dillon Brooks, il y a une perte défensive qu'on a un peu développée, mais qui, premièrement, pourrait être compensée si Thompson et Terry Eason continuent de grandir. Et je pense qu'on peut miser là-dessus. On peut être confiant, en tout cas. Et en plus, c'est vrai que, en un sens, on en parlait un peu sur le Discord tout à l'heure, il y a, je trouve, aussi un élément où Dillon Brooks, tu l'échanges un peu au pic de sa forme et au pic de sa cote, j'ai l'impression. Parce que souvenez-vous, quand Dillon Brooks est signé par les Rockets il y a 2 ans, on est tous un peu en train de se dire, bon, c'est quand même un peu cher et c'est sans doute même un peu surpayé. Ça pouvait s'entendre, parce qu'il vaut mieux avoir Dillon Brooks un peu surpayé que rien du tout. Ça, on est d'accord. Mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était un peu surpayé. Pourquoi ? Parce qu'on disait, bon, ok, la défense c'est génial, mais quid de la viabilité du joueur, quoi. À l'époque, le mec, il mettait pas de tir, surtout il prenait beaucoup de pull-up un peu nuls ou des 3 points, même catch and shoot, il les mettait pas. Donc il y avait un peu ce côté, tous les points qui va te sauver en défense, en fait, il y a une perte de valeur une fuite de valeur même qui est peut-être potentiellement aussi grande, si ce n'est plus grande, en attaque avec son beaucoup de déchets, son inefficacité, etc., etc. Là, c'est vrai que on a affaire à un Dillon Brooks qui sort de 2 saisons aux Rockets, 2 saisons de très bonne facture, mais surtout la 2025 où il a shooté à 39%, je crois, 39 ou 40% à 3 points. Donc voilà. En un sens, il a 29 ans, peut-être même 30. Attendez, je vais quand même aller vérifier, mais ouais, c'est ça, il va avoir 30 ans dans quelques mois à peine. Mais voilà, 30 ans, il est au pic de sa cote. C'est pas mal, c'est pas si mal que ça. Je vais pas dire de s'en débarrasser parce que à choisir, je l'aurais gardé. Mais bon, tu cash out au maximum, hein, sur sa valeur, je trouve, en un sens. Et surtout, ce qui est assez intéressant, c'est que bon, tu concèdes le 10e pick de 2025, d'accord, mais en dehors de ça, tu ne balances pas d'autres premiers tours de draft à part 2025. Et ça, c'est évidemment génial. Pourquoi ? Parce que tu as une bonne équipe, une très bonne équipe qui a fini 2e de la conférence Ouest, premièrement. Tu viens d'acquérir Kevin Durant sans rien trop sacrifier, pas des masses en tout cas, vis-à-vis de ton équipe en termes de personnel. Et donc, troisièmement, il te reste encore pas mal d'atouts. Et donc, peut-être que vous me voyez venir, pas mal d'atouts pour éventuellement un 2e méga trade. Hein, bon, je sais pas si on peut appeler celui-là un méga trade, mais en tout cas un 2e gros coup. On sait que Udoka, il est quand même très très dans le court terme et dans le, on est bon. Moi, je suis un bon coach, gagnons maintenant, quoi. C'est un peu l'idée. Donc, je sais que sans doute pour les fans des Rockets, il y a peut-être un peu cet aspect de projet long terme. On recommence avec des jeunes, etc., etc. Mais ça ne me surprendrait pas du tout de la part des Rockets qu'il y ait de suite ou à court terme un 2e méga trade. Et donc, le fait est que les Rockets ont conservé et ont encore énormément d'assets pour refaire un trade. Et Kevin Durant a coûté pas cher parce que fin de contrat, donc il y a une part de risque, hein, pour l'instant. On verra si juste après le trade, il signe une prolongation de contrat. Je pense que c'est largement probable, mais ça reste un risque. Tu as fait un échange pour 1 an de contrat à peine, et pour un mec assez vieux, d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que potentiellement, si tu veux rajouter une 2e star, peut-être qu'elle coûtera un peu plus cher que juste des contrats et des 2e tours de draft, hein, pour le coup. Donc, c'est là où c'est intéressant. Parmi les noms qu'on pourrait énumérer, on sait pas, on sait pas ce qui peut se passer. Est-ce que,
à tout hasard, dans cette NBA où tout peut se passer et on voit jamais venir les trucs, est-ce qu'un Kawhi Leonard pourrait pas intéresser les Rockets? Et est-ce qu'un Kawhi Leonard pourrait pas être disponible? On sait que, voilà, je parlais de ce schéma offensif de shotmaker, on va attaquer tel ou tel mismatch, c'est exactement l'attaque des Clippers et c'est exactement le rôle que peut remplir un Kawhi Leonard. En plus de la défense qui est encore pas mal du tout on-ball, évidemment. Mais voilà, les Rockets, si vraiment ils sont en mode all-in sur du court terme et si on veut gagner absolument maintenant, Kawhi Leonard, c'est une option. Bon, je dis les noms comme ça, mais vous allez voir que toutes sont pas non plus, c'est pas évident. Mais Giannis aussi, je pense qu'il peut intéresser les Rockets, pour le coup, en mode all-in, en mode jouer maintenant le court terme, être le meilleur possible. Bon, bah voilà, Giannis, t'as encore pas mal d'assets pour le faire, alors que tu viens de faire Kevin Durant, mais il te reste encore pas mal d'assets pour le faire. Je les ai même pas encore énumérés, je vais le faire, mais voilà, Giannis, on sait pas s'il va partir cet été, il a l'air de dire non, je veux rester, bon, je sais pas à quel point c'est l'intox ou pas, ça on ne sait pas, on le saura bientôt, mais même si Giannis est dispo que dans 6 mois, 12 mois, 18 mois, t'as encore plein d'assets pour le faire, Giannis, donc ça c'est quand même assez cool, et je pense que Milwaukee n'a pas intérêt à trop tarder avant de l'échanger, puisqu'il a quand même 30 ans, il a encore 3 ans de contrat, donc c'est un peu maintenant le moment. Mais bref, fermons la parenthèse. Pourquoi pas Booker aussi? On va en parler, mais est-ce que Phoenix va tout faire péter d'ici quelques mois? Peut-être, on ne sait pas. Voilà, si Booker est disponible, bon, bah finalement, les Rockets ont encore des atouts pour le faire. Bon, je dis des noms comme ça, et on sait jamais qui peut être disponible ou pas en NBA. On peut parler de, je sais pas moi, éventuellement Lillard. Si à terme Giannis est échangé et que Lillard aussi se fait échanger bientôt. Enfin là, je dis plein de noms comme ça. Mais il y a sans doute des noms qu'on oublie, des noms qui ne sont pas encore sur le marché et qui vont bientôt le devenir. Je dis n'importe quoi, mais imaginez, je sais pas moi, un Ja Morant qui devient disponible. Bon, c'est quand même cool d'avoir les atouts pour le faire, un mec comme ça. Éventuellement, pourquoi pas un Bam Adebayo qui pourrait être disponible et qui, voilà, ça commence un peu à stagner à Miami et puis donc il devient sur le marché alors qu'on s'y attendait pas. Ce genre de truc un peu bizarre. Enfin bref, on va pas tous les faire, mais vous voyez un peu qu'il y a ce côté où le fait d'avoir conservé beaucoup d'atouts fait que je pense que cette équipe de Houston qui veut ou qui peut jouer le court terme ou moyen terme, elle a encore largement les atouts pour le faire. Donc, s'il y a un deuxième trade qui arrive d'ici maintenant nous sommes le 23 juin, bon anniversaire Zizou, d'ici le 23 juin 2026, donc l'an prochain, c'est pas du tout improbable que les Rockets arrivent à monter un deuxième méga trade. Et donc, on n'a même pas encore dit quels étaient ces atouts, et c'est aussi l'intérêt de ce prix assez faible, c'est que tu as pu conserver Rich Shepard, qui est encore, à mon avis, une belle cote, qui est encore très jeune, beaucoup de talent pur, et voilà, c'est pas un bust, c'est juste qu'il a pas joué, on l'a pas vu jouer en étant nul, il a pas encore joué, donc je pense que Shepard est encore un bon atout, en termes de salaire aussi, parce qu'il a 10 millions, donc c'est pas un contrat rookie minuscule. Jabari Smith également, puisque tu l'as gardé et c'est bien de le garder, mais si t'as un Giannis ou si t'as un Kawhi Leonard, bon, bah peut-être que tu te dis, ok, on sacrifie Jabari Smith pour jouer le très court terme et aller au titre dès 2026, 27 ou 28, quoi, potentiellement. Et surtout, donc, tu as des choix du premier tour de la draft en 2027, 28, 29, 30 et 31. Tu as encore, donc, 5 années de draft du premier tour encore disponibles dans ton portefeuille. Donc vous voyez que avec ça, il y a de quoi monter quand même de très très beaux échanges. De par Jabari Smith, Rich Shepard, comme on a très sportif, plus tous les tours de draft éventuellement du premier tour. Donc ouais, c'est quand même ce qui est assez intéressant. Autre élément par rapport au prix que je n'ai pas encore développé, on en parle assez régulièrement et on va le faire bientôt encore plus en détail, mais la rengaine habituelle, les joueurs surpayés ne le sont pas toujours sans raison. Et donc là, je parle évidemment de notre ami Jalen Green qui a eu une prolongation de contrat il y a quelques temps. Souvenez-vous, la particularité de cette prolongation, c'était quoi? C'était que pour pas mal de gens, c'était un peu surpayé. C'était même largement surpayé parce que ça restait un joueur qui était jeune, un profil avec beaucoup de défauts et même, peut-on dire, des limites plus que des défauts. Donc pas forcément la certitude qu'il arrive à casser les barrières et à devenir un excellentissime joueur NBA. Donc voilà, un profil assez imparfait, avec quelques limites, et pourtant il avait eu une grosse somme en contrat, donc notamment c'était du 33 millions, 35 millions ou 36, je sais plus, mais particularité numéro 1, c'est une grosse somme, et particularité numéro 2, c'est un contrat court. Donc à quoi ça sert tout ceci ? En fait, l'intérêt, c'est qu'un contrat court est plus facilement échangeable. Donc, c'est une prise de risque, mais premièrement, elle peut plus attirer les acheteurs, on va dire, au niveau des trades, parce que t'as pas à t'enfiler 5 ou 6 ans de Jalen Green. Donc, moins de risques et potentiellement plus de mecs qui veulent bien accueillir ce contrat. Et deuxièmement, un peu surpayé, même
je trouve largement surpayé, mais c'est aussi tout l'intérêt. Parce que le fait de lui avoir offert autant d'argent fait que c'est exactement ça qui a permis de monter cet échange. Sans un Jalen Green qui est à 33 ou 35 millions l'année de salaire, alors qu'il en mérite sans doute un peu moins, bah t'as pas du tout l'échange, t'as pas du tout l'équilibre des salaires qui correspond pour faire venir les 55 millions de Kevin Durant. Donc, je pense que c'est aussi comme ça qu'il faut le voir, et c'est comme ça que pas mal de monde opère aussi. Le fait est que même si t'es un peu déçu dans tes prospects, tu vois qu'il se développe peut-être pas autant que t'aurais voulu. Déjà, premièrement, le mec était encore hyper jeune, donc bon, bah ça coûte rien de lui prolonger, de tester encore et encore et encore. Voilà, t'avais le temps, il avait pas 27 ans, donc c'était possible qu'il devienne largement meilleur. Mais deuxièmement, il y avait aussi ce truc de se créer une cartouche pour un trade. Un peu comme certains ont fait, un peu comme quand les Pacers vont signer un Bruce Brown et ensuite ils le transforment en Pascal Siakam, un peu comme le Magic qui va signer un KCP qui le transforme ensuite en Desmond Bane, etc., etc. Les exemples sont légion, mais voilà, je pense que c'est aussi un point important de cet échange et de cette construction d'équipe, c'est que les Rockets, quand ils ont offert ce contrat assez important mais court, c'était pour ça. Donc c'est exactement ce qu'ils ont fait. C'est un peu d'ailleurs, je pense, que ce que devraient faire les Warriors avec Kuminga, mais ceci est une autre histoire. Bref, le principe de rétention de valeur, encore une fois, on le retrouve ici aussi et qui a permis d'avoir Kevin Durant. C'est quand même pas si mal que ça. Côté basculant un peu, enfin toujours sur le prix, mais basculant un peu côté Phoenix, c'est vrai que on a vu un des candidats, c'était les Wolves, mais bon, ça ne s'est pas fait. Je pense un des joueurs qui aurait dû être sacrifié, ça aurait été Rudy Gobert, pour une question de salaire, pour justement arriver à peu près à l'équilibre des salaires. Je crois que les Wolves sont quand même pas mal du tout au niveau salary cap, donc tu peux pas faire n'importe quoi. Ils auraient pas pu encaisser un gros salaire sans en envoyer en retour un pas mal. Donc il aurait fallu sacrifier un peu Gobert et ses 30 millions sur 3 ans. Bon, c'était un peu risqué parce qu'en plus de l'autre côté, player option pour Randle, donc tu pouvais pas le faire maintenant le trade, et puis tu sais même pas s'il va la prendre sa player option Randle, donc ça aurait été un bon salaire à mettre dans l'échange, mais c'était pas sûr. Donc ça c'était quand même une cartouche à 30 millions que tu ne pouvais pas utiliser, plus le fait aussi que Naz Reid était également il a une player option lui aussi, je crois, donc il peut être free agent dès cet été et je pense qu'il va l'être. Mais voilà, c'est quand même très compliqué à partir de là de monter un échange pour Durant. Si Randle, tu peux pas. Naz Reid, tu peux pas non plus parce qu'il va être free agent. D'échanger Gobert, alors que si ça se trouve, tu te retrouves d'ici 2 semaines ou 3 semaines avec 0 intérieur, avec Randle qui s'est barré, avec Naz Reid qui s'est barré prendre un gros contrat ailleurs, etc., etc. Donc voilà, ça ne s'est pas fait. Côté Wolves, c'est dommage, mais ça ne s'est pas fait. Et puis de l'autre côté, pour les Spurs, à mon avis, il y a aussi le fait que les Spurs ne voulaient pas trop sacrifier leurs jeunes. Je peux le comprendre. J'aurais quand même été curieux de voir un peu du Durant à côté de Wemby pour avoir une espèce de spacing parfait et puis une équipe d'aliens. Ça aurait été quand même assez cool. Mais voilà, niveau cartouche de transfert là encore, il y a Keldon Johnson qui, je pense, a été pareil, prolongé un peu pour être échangé à terme, à mon avis. Keldon Johnson qui est à 18 millions, quasiment 18. Également Harrison Barnes qui est à 19 millions, qui aurait pu être mis dans un échange, d'accord. Mais ça ne suffisait pas. Vous voyez que 18 et 19, ça ne fait pas assez. Alors quoique peut-être qu'ils auraient pu quand même faire le trade. Ils auraient pu encaisser le différentiel, mais bon, bref. Mais après, bon, Devin Vassell, 27 millions. Sans doute que Phoenix a demandé Vassell et qu'ils l'ont pas eu, alors que de l'autre côté, ils ont eu Jalen Green. Houston était enclin à mettre Jalen Green, alors que les Spurs n'étaient pas enclins à mettre Vassell dans l'échange, et peut-être que les Spurs n'étaient même pas enclins à mettre du Jeremy Sohan, peut-être non plus dans cet échange qui lui est un petit contrat rookie encore pour l'instant à 7 ou 8 millions, je crois. Donc voilà, les Spurs, ça ne s'est pas fait parce que on ne voulait pas sacrifier des jeunes pour avoir un Durant qui, on rappelle, fin de contrat assez vieux, qui n'a plus le niveau d'antan, on peut le dire, donc ça rajoute des difficultés. Je pense que, par exemple, si c'était un Durant de 30 ans qui était sous contrat pour 3 ans, sans doute que les Spurs auraient fait l'effort. Je pense qu'on peut le formuler comme ça. Bon, voilà, tant mieux pour les Rockets et tant pis pour les Spurs. De l'autre côté, parlons un peu des Suns. Que va-t-il se passer à Phoenix? C'est toute la question, c'est que le premier domino est tombé. Maintenant, la question, c'est quel va être le deuxième? Et en fait, il y en a plusieurs deuxièmes. Il y a plusieurs deuxièmes dominos possibles et qui vont, je sais pas si vous étiez fan de Domino Dave ou à l'époque, mais vous savez à quel point un domino peut tout faire tomber et entraîner une énorme suite d'événements. Mais non, je pense qu'il y a un peu de direction. Est-ce qu'on essaye de rester compétitif
Donc, l'équipe en l'état, on essaie de la renforcer. Ou est-ce qu'on part sur un full tanking qui impliquerait de reconstruire totalement et complètement cet effectif? Voilà, c'est un peu, je trouve qu'on est un peu à la croisée des chemins. Et il y aurait la bonne chose à faire pour moi, c'est le tanking, c'est-à-dire, enfin pas pour l'aspect tanking, hein, c'est pas tant pour le désir de perdre des matchs, mais c'est un peu tout péter maintenant, revendre tout en pièces détachées, retrouver des assets, retrouver des tours de draft, repartir vers le bas, vers la draft. Mais première difficulté, tu n'as plus tes choix de draft. Hein, c'est un peu l'obstacle ultime, c'est que oui, mais il faut tanker, il faut repartir de zéro, il faut tout revendre et puis reconstruire avec de la draft. Sauf que tu peux pas. T'as donné tous tes pics à Brooklyn, notamment des pics non protégés pour avoir Durant. Donc c'est un énorme problème. Au demeurant, ça s'est déjà fait, ça s'est déjà vu. Rappelons le cas des Nets à l'époque dans les 2010, ils font pareil. Ils donnent des pics à Boston pour Garnett et pour Paul Pierce. Je sais pas si vous avez connu ou alors si vous êtes jeune, mais à l'époque, c'est des choix non protégés qui vont devenir Tatum, qui vont devenir Jaylen Brown. Et donc voilà, les Nets se retrouvent un peu, on n'a plus nos choix de draft et pourtant on est mauvais. Donc ce qui a été fait à l'époque, c'est que les Nets avaient dit bon de toute façon notre équipe avec Deron Williams, avec Garnett, avec Pierce, avec Brook Lopez, etc. On a essayé, ça marche pas. On n'a pas nos choix de draft, mais tant pis, on fait un tanking. C'est-à-dire, on perd des matchs, on n'aura pas la récompense du tanking à la fin. Donc on n'a pas eu Jaylen Brown, on n'a pas eu Jason Tatum. D'accord, on n'a pas eu notre pick, mais les Nets en ont profité pour faire table rase, pour échanger les mecs contre des assets futurs. Donc en l'occurrence, Brook Lopez par exemple avait été échangé contre le très jeune d'Angelo Russell qu'ils avaient relancé et qui d'ailleurs au passage, le fait de le relancer, le développer leur a permis à terme d'avoir Kevin Durant. Petit clin d'œil du destin. Et voilà, ils en avaient aussi profité pour liquider les stocks et refaire un peu des stocks de choix de draft, non pas les leurs, et donc non pas dans le top 5, mais des choix de draft de fin de premier tour, notamment. C'est comme ça qu'ils avaient pu avoir Jarrett Allen, c'est comme ça qu'ils avaient pu avoir Caris LeVert, c'est comme ça qu'ils avaient pu avoir des mecs comme ça, donc un peu refaire le plein de cette manière, et pendant ce temps, engager Kenny Atkinson, développer des jeunes sortis de nulle part. Pas mal de jeunes de Brooklyn sont un peu nés sous Kenny Atkinson, alors que c'est pas des mecs qui étaient draftés très haut, etc. Mais on a eu un cycle de Brooklyn où ils n'avaient pas leur choix de draft, d'accord, ils n'ont pas eu la récompense du tanking, mais ils avaient quand même enclenché ce processus de tanking pour en fait tout reconstruire à partir de zéro. Et d'ailleurs, à mon avis, ça avait été une bonne solution puisque ça avait été une utilisation assez intelligente du cap space, utilisation assez intelligente et bon comportement au niveau des trades pour avoir des assets futurs, pour avoir des jeunes, pour relancer des mecs qui étaient en échec quelque part. D'Angelo Russell étant le meilleur exemple. Par exemple aussi, on peut se moquer aujourd'hui, mais je sais qu'il est pas très aimé, mais Spencer Dinwiddie, qui est devenu un vrai joueur NBA chez eux à l'époque des Nets et de Kenny Atkinson. Donc ça peut le faire, ça peut exister. Même si t'as pas le Graal ultime, ça peut s'envisager si tu dis on essaie d'installer une nouvelle culture, on essaie de développer des jeunes, on essaie de créer de la valeur de cette manière. Au passage, les Nets, c'est ce qui leur avait permis de redevenir une équipe un peu attrayante, compétente, qui fait les playoffs en 2019 et qui ensuite peut même enclencher sur la free agency Kyrie et KD parce qu'ils avaient été intéressants, parce qu'ils avaient des atouts et parce qu'ils ont pu faire le sign and trade donc pour Durant grâce à D'Angelo Russell. Donc c'est possible, mais ça reste mine de rien un obstacle assez énorme. Donc à partir de là, que faire? Soit première option, repartir en tanking, mais en essayant de récupérer ses choix de draft. Et donc là, il y a pas 36 000 solutions. Hein. Grosso modo, tu essaies de revendre Devin Booker contre tes choix de draft. C'est un peu un crève-cœur pour les fans des Suns. Je pense que ça paraît assez évident. Il n'y a pas besoin de l'expliquer pourquoi. Mais je pense que c'est à peu près la seule option que tu aurais pour récupérer une partie des picks, voire même l'intégralité de tes picks non protégés. En l'occurrence, rappelons qu'on a affaire avec Brooklyn à une équipe qui en a un peu marre d'être nulle, qui veut repartir de l'avant, qui est à New York, donc ils sont toujours placés et bien placés pour reconstruire en un claquement de doigts, comme il l'avait fait d'ailleurs avec Kyrie et KD. On sait qu'ils sont aussi sur le dossier de Giannis, éventuellement. Donc voilà, on a totalement, je pense, une possibilité. Je dis pas que c'est probable, mais je pense que c'est pas non plus une possibilité à exclure de Brooklyn qui serait enclin à se séparer de ça pour obtenir une superstar. Donc, si tu es, à mon avis, si tu es Phoenix, peut-être que tu peux éventuellement aller taper à la porte et dire,
on n'a pas envie, mais on serait quand même plus serein de tanker avec nos propres picks. Donc pourquoi pas rééchanger Devin Booker et tu dis à Brooklyn, bon ben voilà les gars, vous pouvez associer Booker et Giannis ensemble d'ici quelques mois, voire même dès cet été, bah faites-le quoi. Et au passage, donnez-nous nos picks. Bon, ça peut être une solution. Cela dit, c'est pas la plus probable. La plus probable non plus, ce n'est pas de partir en tanking sans ses picks. Je pense que quand on recoupe avec les velléités de ce front office et du propriétaire de Matt Hilbien, plus que le front office GM, etc., c'est juste le propriétaire. On a vu que c'est quelqu'un qui aimait bien être compétitif, qui même, pour le coup, moi je trouve que c'était une qualité de savoir faire des all-in. Le problème c'est que ça a été fait sur le mauvais, sur Bradley Beal, mais le all-in sur Durant à l'époque, je trouve que c'était pas mal. Mais bref, quand on recoupe un peu le comportement depuis les attitudes et les envies depuis 2-3 ans qu'il est là, 2 ans maintenant je crois, on voit bien que c'est quelqu'un qui sans doute va vouloir être compétitif le plus possible. D'ailleurs, on a bien vu que la saison était catastrophique et pourtant jusqu'à la fin de la trade deadline en février, ils ont fait plein de moves, quitte à sacrifier des deuxièmes tours de draft, des assets futurs. Ils ont fait des moves pour être compétitifs sur la fin de saison, pour accrocher les playoffs, etc., etc. Ils sont allés chercher Nick Richards, Cody Martin, etc. Voilà, ils sont pas restés en mode bon ben la saison est foutue, on va échanger Durant, on va échanger Booker ou tout ça plus tard l'été prochain, on s'en fiche, on reste comme ça. Non, c'est une équipe qui à mon avis veut être compétitive. Le problème c'est que vouloir c'est bien, mais non, comment tu fais? Donc il y a 2 dossiers un peu énormes pour moi. Bon, Booker c'est très cool de l'avoir. D'ailleurs au passage ça aurait été très cool selon moi d'obtenir un Rudy Gobert, parce que une assise Booker en attaque et Gobert en défense, c'est pas parfait, c'est pas top 3 ni même top 4 de l'Ouest et c'est pas finale de conf, mais ça aurait été une équipe assez viable à mon avis. L'aspect défensif de Gobert plus offensif de Booker, mais passons puisque cette option n'existe pas. Mais non, les dossiers c'est un peu Bradley Beal et Jalen Green. D'abord je vous dis je vous dis un peu les infos qu'on a, c'est que apparemment les Suns voudraient garder Jalen Green, c'est ce qu'ils ont fait savoir à travers leur insider qui avait eu l'info que le trade de Durant était imminent. Ok, ça c'est l'info. Apparemment, le front office des Suns voudrait continuer avec Jalen Green et pas le rééchanger quelque part. Et puis de l'autre côté, potentiellement, Bradley Beal pourrait être coupé. Ce qui, en effet, pourrait régler les problèmes, hein, parce que le problème de Bradley Beal, c'est un peu, j'ai une no trade clause, donc je peux décider de dire non à tous les échanges, et forcément, vu que sa cote sportive est au plus bas, il y aura pas une destination a priori génialissime pour lui, donc je pense que c'est un mec qui peut dire non à pas mal d'options. Je pense que c'est pas impossible qu'il ait déjà dit non à des options de trade à l'époque, trade en triangle, Miami, Milwaukee, Phoenix pour Butler, etc., etc. Donc voilà, il y a un problème. Il y a cette donnée du problème. Et il se murmure que les Suns pourraient régler ce problème via un simple buyout, en le coupant, littéralement. Tu le coupes, comme ça il fait plus partie de ton équipe. Voilà, ça serait un peu extrême, je trouve, mais en même temps, si la relation est à ce point dégradée et que les mecs n'en veulent plus, ils veulent l'échanger et que lui dit bah non, moi j'ai pas envie, il n'y a pas beaucoup d'autres options pour le coup. C'est-à-dire que il y a quand même un syndicat des joueurs qui vaille au grain, donc t'as pas le droit de faire ah bah non, mais on te fait pas jouer tant que tu t'acceptes pas d'être échangé. Ça non, ça tu fais ça, le syndicat des joueurs il monte au créneau et il dit bah non, attendez les mecs, il a signé un contrat, personne a mis un flingue sur la tempe d'un GM pour lui donner ce contrat, il est dans son droit, vous avez pas le droit de le punir pour rien quoi. Donc je pense que le buyout est quand même plus probable en effet que ce genre de choses, on voudrait le mettre au placard quoi pour le coup. Ça me paraît difficilement faisable dans la NBA d'aujourd'hui avec un syndicat qui veille au grain. Donc voilà. Et le fait est que tu peux le garder, mais bon, ça ne. Je pense que en soi, je reste sur cette idée que c'est un bon joueur, c'est même un très bon joueur. Le problème, c'est de l'avoir à ce salaire-là. Où bah oui, il est pas capable d'assumer le rôle et à un niveau que ce salaire-là demande. Ça on est d'accord. Après moi tu m'offres un Bradley Beal à 30 millions, 35 voire 40 dans la bonne équipe, oui, ça je me jette dessus. Mais un Bradley Beal à 55 ou je sais pas combien il est avec une autre trade clause et puis non, ça c'est quand même beaucoup trop. Mais bref, donc apparemment il se murmure que Beal pourrait être coupé, carrément. Je ne sais pas quoi faire de cette info, mais je vous la donne. Et puis de l'autre côté, donc, paraît-il, notre ami Jalen Green pourrait faire partir des plans de Phoenix. Hein, comme dit, on a l'insider qui a dit le trade de Durant est imminent, qui a annoncé ça. À quel point est-ce juste une méthode de communication ou pas? Je ne sais pas. J'avoue que je suis pas très fan de Jalen Green. Donc moi, dans l'optique où tu ne tankes pas, dans l'optique où tu veux être compétitif, je me serais dit de base bon bah ensuite tu fais cet échange parce que il y a pas d'autres options, il y a pas beaucoup d'autres choix, tu récupères des second tours de draft, tu récupères Dillon Brooks
Et ensuite, Jalen Green qui est là pour l'équilibre des salaires, tu le refourgues ailleurs. C'est-à-dire, tu peux le refourguer dans une équipe qui a moins d'enjeux financiers, peut-être on peut dire, et qui sera beaucoup plus enclin à prendre le pari sportif, de type Brooklyn, si Brooklyn tank, hein, évidemment, de type Charlotte, de type les Wizards, pourquoi pas Utah, voilà, des équipes comme ça qui n'ont pas d'impératif ni sportif et donc financier un peu moins, et qui pourraient se dire, allez, il a encore 21, 22 ans, il a quand même montré de belles choses, de belles promesses, on peut y croire, on peut essayer, on peut le passer au révélateur nous-mêmes pendant 2-3 ans, et puis peut-être ça va marcher, peut-être ça va pas marcher, mais prenons le pari. C'est un peu mon idée. Et je pense que si tu veux être compétitif, ça me paraît compliqué Jalen Green dans un effectif où t'as déjà Booker et Bradley Beal. Et même si tu coupes Bradley Beal, bon, bah, t'as déjà Booker. Et on est un peu sur les mêmes problèmes d'un backcourt comme ça que tu pouvais avoir avec Bradley Beal Booker, quoi. Donc je sais pas à quel point il faut lire à travers cette volonté de le garder. Est-ce que ça signifie on veut tanker? Est-ce que c'est pas un peu la première indication, de bah non, on va garder le jeune et en fait on va nous-mêmes devenir une équipe de tanking qui ne joue rien, qui a la place de tester des joueurs, tester des jeunes joueurs, bah d'ailleurs un peu comme Brooklyn à l'époque, hein, comme on disait qui a relancé D'Angelo Russell. Pourquoi pas les Suns faire pareil? Mais donc pourquoi pas lire à travers ça? Bon, mais en fait c'est marché ouvert pour le reste, quoi. C'est venez prendre les role players, venez prendre Booker, venez prendre no 3&D, on vend tout. Et on va garder Jalen Green et on recommence comme ça, quoi. On recommence peut-être avec potentiellement déjà un mec qui est pas mal, qui est pas parfait mais qui est pas mal, qu'on peut relancer, qu'on peut etc. Donc je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut croire à cette news ou pas. Je pense que non. Mais si cette news est vraie, je ne sais pas non plus si il y a en même temps le désir de le garder et d'être compétitif en mode c'est quand même un top joueur, on pense que lui peut nous aider à gagner des matchs. Ça, j'ai quand même beaucoup de mal. Et le problème aussi pour être compétitif, je l'ai même pas encore dit, mais c'est quand même assez trivial, je pense que vous le savez sans que je vous le dise, c'est le fait que même dans le cas où Phoenix veut être compétitif, avec quel atout et avec quels outils arrives-tu à ce but-là? Avec quels moyens tu peux dépenser en termes de trade, en termes de signature de free agency? Comment arriver à une équipe compétitive? Elle est là la question. Parce que certes t'as récupéré 5 tours de draft, c'est sympathique, d'accord, mais c'est du deuxième tour. Bon, c'est pas révolutionnaire, ça sert juste à faire des petits trades d'ajustement, mais c'est clairement pas assez pour aller chercher un pivot défensif, notamment un pivot digne de ce nom. Si tu penses qu'avec 5 deuxième tours de draft tu vas aller chercher un Jakob Poeltl, je pense que tu te mets un peu le doigt dans l'œil jusqu'au coude, hein, pour le coup. Bon, il est donc comme ça. Est-ce que tu penses que tu as les atouts pour attirer un Nick Claxton en trade? Je pense pas non plus. Je sais pas, est-ce que tu penses que t'as de quoi convaincre Utah de lâcher Walker Kessler? Ça m'étonnait non plus. Donc à la limite, moi, les velléités, être compétitif, d'accord. Ne pas vendre Booker, d'accord. Mais comment? En fait, concrètement, comment tu le fais? Il y a quand même pas des tonnes d'atouts. Alors que c'est vrai que de l'autre côté, c'est facile à dire, hein. Moi, dans ma position, ou nous, dans notre position de spectateurs qui ne sont pas impliqués, qui n'avons pas des retombées business, qui n'avons pas d'ailleurs, on n'a pas l'inquiétude de nos pics qui sont à Brooklyn, etc., etc. Mais c'est vrai que moi, l'option de la revente, l'option du tanking me paraît quand même une option assez intéressante pour repartir de zéro et refaire des fondations avec. T'embauches un nouveau coach, tu remets une culture de la même manière que Kenny Atkinson avait instauré sa culture, son style de jeu dans lequel les jeunes se sont développés. Tu essayes de faire des coups ou développer des joueurs un peu sortis de nulle part. Tu peux prendre des mecs non draftés deuxième tour, leur donner leur chance, faire ce qu'on appelle aussi des secondes drafts, c'est-à-dire un mec qui est un peu en échec là où il a été drafté, tu vas le récupérer et le relancer parce que toi t'as de la place, t'as du temps de jeu, t'as des ballons à lui filer, etc., etc. D'autant plus que autant les Suns n'ont pas les moyens de se construire une équipe contender, favori au titre ou pas loin comme ils le voudraient, je pense. Par contre, c'est vrai que si ils basculent dans l'optique de revente, il y a quand même de quoi se partager de bons morceaux chez ces Phoenix Suns. C'est-à-dire qu'on l'a dit, Booker, ça peut être la pièce centrale de tout ton projet qui va te permettre de récupérer pas mal de pics. Soit, dans le meilleur des cas, tes propres pics pour tanker, soit sinon tu peux le vendre à Houston, tu peux le vendre à n'importe qui, à une équipe qui veut une star. Ça reste, à mon avis, un joueur calibre All-NBA, largement, Devin Booker. Donc c'est un mec tu peux refaire le plein d'un coup, avec plein de, soit des jeunes, soit des mecs talentueux, soit plein de tours de draft. À mon avis, Devin Booker peut être un mec qui te permet de tout redémarrer avec quand même beaucoup plus d'aisance et beaucoup plus d'assets. Premièrement. Ensuite, il reste quand même des free agents, des role players assez intéressants. Royce O'Neal, qui est un mec qui est en tant que 3&D ou plutôt ailier un peu à tout faire
est quand même assez intéressant, qui a du shoot, qui a du passing. Pour un mec 3&D, il a quand même pas mal de passing. Et surtout, Royce O'Neal, il est pas si vieux que ça. Il lui reste encore 3 ans de contrat. Tu l'as toi-même prolongé. 3 ans de contrat à 10 millions. Ça, c'est un atout qui, sur le marché, peut se vendre extrêmement bien. Tout le monde veut un Royce O'Neal. Tout le monde veut d'un ailier capable de bien défendre et qui est payé 10 millions l'année pour encore 3 ans. Absolument tout le monde. Donc, lui, tu peux à mon avis, tu peux en tirer des assets pas mal. Pareil pour Grayson Allen. Grayson Allen, 3 ans de contrat encore, 16 millions l'année. C'est peut-être un peu cher, mais c'est quand même pas du tout scandaleux, surtout quand on prend en compte le fait que le nouveau salary cap va augmenter, etc. Voilà, je pense que Grayson Allen, pareil, tu peux le revendre. Dylan Brooks, tu viens d'avoir Dylan Brooks qui est à 20 millions l'année, payé 21 millions l'année sur encore 2 ans, pardon. Bon, bah Dylan Brooks, tu peux le revendre lui aussi en pièces détachées, comme on dit. Donc ça, Cody Martin éventuellement, je ne sais pas, mais bref, il y a quand même pas mal d'atouts que tu peux vendre ou revendre pour refaire le plein. Et même d'ailleurs, même un Jalen Green, si tu te dis, s'il y a une bonne offre, s'il y a un Charlotte qui veut se jeter dessus, s'il y a des mecs comme ça qui veulent, des équipes nulles qui le veulent, tu peux le revendre et continuer à faire le plein comme ça d'assets pour le futur. Ou alors, donc on a dit, garder Green et le passer au révélateur dans une équipe de tanking. Voilà, encore une fois, c'est facile à dire pour nous. On n'a pas les impératifs financiers, on n'a pas les impératifs business, on n'a même pas les mêmes velléités que Matijbia peut avoir. Mais ça me semble une option relativement intéressante pour le long terme. Et surtout que on vient de sacrer aujourd'hui même un champion NBA qui s'appelle le Oklahoma City Thunder qui, mieux que personne, a démontré la vertu et la valeur de savoir reculer pour mieux sauter. OKC avait une équipe qui était sympathique, mais qui avait un plafond. Ils ont échangé leur méga star, ils ont rebâti, et en à peine 2 petites saisons, 2 saisons de galère à peine, 2 saisons de tanking à peine, hop, on s'est repropulsé très haut. Alors aussi parce que dans le lot, il y avait déjà SGA qu'ils ont chopé, mais c'est pareil, Enfin, franchement, si t'échanges Devin Booker, qu'est-ce qui empêche que, en échangeant Devin Booker, tu rechopes un mec de calibre SGA 2020? Je pense que c'est totalement dans les possibilités d'échanger Booker et d'obtenir un mec, je sais pas moi, qui sait qui a été drafté récemment, qui est un peu en galère, je sais pas, moi j'arrive pas à penser à un nom, évidemment. Je dis n'importe quoi, mais imaginons, on récupère, Phoenix récupère Jaden Ivey, par exemple, et que Ivey ensuite explose. Voilà, c'est pas probable, mais à l'époque, HDA non plus, c'était pas probable qu'il explose à ce point. Ou bien tu récupères un Scoot Anderson, et Anderson explose aussi complètement chez toi. Ou tu récupères un mec comme Keyonte George, du côté du Jazz, et Keyonte George, en fait, va devenir aussi un élément important de ton futur. Je dis n'importe quoi, mais vous voyez à quel point les options sont quand même multiples quand tu as un mec de la valeur de Booker, que tu peux soit faire le plein de récupérer tes pics, soit en profiter pour choper un mec qui est jeune, dans une équipe qui est en construction, mais qui a envie de passer la seconde. Voilà, apparemment le Jazz aussi, on sait pas pourquoi, mais le Jazz voudrait être compétitif avec Markkanen, avec une deuxième star, etc. Bon, bah ça peut s'imaginer, quoi. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que OKC a quand même bien montré que parfois reculer pour mieux sauter, c'est peut-être la meilleure option, mais on ne sait pas grand-chose pour l'instant. J'ai voulu au moins établir les options possibles. On verra ce qu'il en est des Phoenix Suns. On le saura très bientôt, je pense. D'ici un petit mois, on sera fixé sur les envies de ce front office et de cette équipe. Mais en tout cas, voilà pour ce trade de Kevin Durant. Durant qui part du côté des Houston Rockets. On verra comment tout ça se goupille également dans le Texas, son Texas qu'il avait quitté il y a quelques années et qu'il retrouve enfin du côté des Rockets. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu, et j'espère qu'on n'a pas raconté trop de bêtises, en tout cas pas trop de scénarios imaginaires, c'est toujours ça un peu le problème, c'est que dans des situations comme ça, où on ne sait pas trop ce qui va se passer, quand on présente tous les scénarios possibles, c'est vrai qu'il y en a forcément qu'on va devoir mettre un peu à la poubelle. Mais j'avoue que les Suns, je serais curieux de voir comment tout ceci va évoluer, parce qu'on a potentiellement affaire à un candidat, un favori même pour le on fait tout péter, notre trophée de fin de saison, je sais plus à qui on l'a donné d'ailleurs cette année, le trophée du on fait tout péter, il est l'heure de tout faire péter, mais je crois que Phoenix, ouais, ce serait quand même la bonne option. Cela dit, je comprends aussi les fans des Suns qui veulent pas trop se séparer de Devin Booker, mais en un sens, ça paraît d'un point de vue pragmatique la meilleure option pour repartir de zéro. On a bien vu, OKC, ils voulaient pas non plus se séparer de Westbrook ou de Paul George, mais c'est maintenant qu'il faut les échanger. C'est quand ils sont dans la force de l'âge que tu les échanges et que tu obtiens le maximum. C'est pas quand ils sont vieux et que tu as fait ton deuil et que voilà. Non, c'est maintenant, c'est le plus tôt possible, le mieux.
Donc voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais j'espère toutefois pour Booker. Alors Bradley Beal aussi, hein. Bradley Beal, j'espère le voir ailleurs parce que j'aime beaucoup ce joueur, mine de rien. Mais j'espère aussi voir Booker ailleurs parce que c'est vrai que là, ça fait quand même une année gâchée, 2025. On est en plein prime. J'aimerais bien voir Devin Booker dans une équipe à son niveau et qu'il puisse nous montrer qu'il peut faire des dégâts en play-off dans une équipe bien entourée. Donc voilà, peut-être que Devin Booker va être la prochaine star sur le marché des transferts. On en parlera si c'est le cas. Et voilà pour aujourd'hui. Et puis nous, on se retrouve prochainement. Je ne sais pas quoi et ni pourquoi, pardon. Je ne sais pas pourquoi, mais on se retrouve prochainement. Il y a la draft, il y a la free agency, il y a des trades. Tout ceci va se bousculer. Faut aussi qu'on parle de peut-être un bilan des finales, bilan plus général. Bref, rendez-vous très bientôt sur le Basket Lab, mais je ne peux pas vous dire pourquoi. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de m'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci pour votre soutien, comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.